Voilà, j'arrête le partage pour le moment. Donc, je sais que vous êtes là. Et puis, en fait, je déroule ma conférence. Et puis après, on passe en mode, comme d'habitude, avec vos photos et tout. Et vos voix. D'accord. D'accord? Ouais. Ok. Bienvenue tout le monde. Donc, sur cette conférence sur le thème des résultats concrets avec le Feng Shui. Et je commence, pour les personnes qui ne me connaissent pas, par me présenter rapidement. Donc, Olivia de Rocourt, je suis énergéticienne pour la personne et son espace, et ceci depuis 2015. Je suis installée à Billon, dans le Puy-de-Dôme. Je travaille essentiellement à distance, avec des particuliers et de plus en plus avec des groupes. J'ai commencé mon activité avec le Feng Shui, puis la géobiologie. Très vite, je me suis rendu compte que au niveau des maisons, eh bien, finalement, on avait un accès à nos intérieurs avec un grand I, donc maison ou appartement, hein, bien sûr. Je me suis également formée, intéressée à différentes technologies de médecine quantique que j'utilise avec beaucoup de joie pour mes patients, clients au niveau de leur santé, mais ce sont également des technologies que j'utilise pour les lieux, les habitats et les lieux professionnels. Voilà. Et puis depuis peu, je diffuse également l'enseignement de Grigory Grabovoy, sans toutefois être certifiée, mais je me suis formée moi-même et je le diffuse en fait avec mon niveau de compréhension, parce qu'il y a beaucoup de pratiques en fait de Grabovoi qui sont simples et qui sont qui ont besoin et qui méritent d'être connues. Et d'ailleurs lui-même le dit, diffuser, diffuser, partager. Voilà. Alors le thème de cet après-midi, donc, c'est en fait des résultats concrets avec le Feng Shui. Donc on va en fait comprendre comment fonctionne l'harmonisation d'espace. J'ai rajouté un point, en fait, on va découvrir finalement au cours de cette conférence ce que les livres de Feng Shui ne livrent pas, même souvent les formations proposées en tout cas en France ne livrent pas, et qui pourtant, ce qui fait en fait toute la différence en termes de résultats. Vous allez découvrir comment mettre toutes les chances de votre côté avec le Feng Shui pour transformer votre vie dans la fluidité. Et donc, comment obtenir des résultats à la fois rapides et à la fois concrets. Donc, je ne vais pas seulement vous parler de Feng Shui parce qu'en fait, vous allez le voir, hein, tout ça, c'est un tout. Mais du coup, je vais m'appuyer aussi notamment sur la géobiologie. Et on parle en fait, quand on parle de géobiologie et de Feng Shui, on parle en fait de sagesse et de connaissances millénaires, donc qui sont au service de nos espaces, aussi bien habitat que professionnels. Je dirais depuis toujours, sous différentes formes, dans différentes cultures, mais en tout cas qui sont vraiment, je dirais, indispensables avec nos vies trépidantes d'aujourd'hui, avec le stress que les personnes vivent, et puis aussi avec un certain nombre de facteurs dont on ne tient plus compte. Auparavant, en fait, on avait par exemple les compagnons bâtisseurs qui posaient la première pierre sur un terrain, ça avait une signification, un symbole, donc une information, et ça donnait de l'information à toute la construction. Et puis surtout, on n'avait pas avant les antennes relais, on n'avait pas de photovoltaïque, on n'avait pas toutes les lignes à haute tension et tout ça. Et quand on avait des édifices qui pouvaient perturber une construction, en fait, on réfléchissait à comment mettre les maisons, alors qu'aujourd'hui, on ne tient absolument pas compte de cela. Et pourtant, il y a tout un tas de phénomènes qui réagissent en fonction donc, de toutes ces nouvelles façons de construire nos vies, nos villes, etc. Voilà, donc c'est encore une fois, plus que jamais d'actualité. Voilà. Et puis juste par rapport à ces sagesses, ces connaissances millénaires, donc je dirais que peut-être ma plus-value dans tout ça, en dehors du fait d'avoir étudié, expérimenté, d'abord pour moi et puis pour plein de clients, ma spécificité, en fait, c'est de me servir aussi de ces technologies de soins de médecine quantique dont je vous ai parlé,
et que j'ai pu adapter en fait à l'harmonisation des maisons de façon très approfondie. Alors, je vais vous partager mon écran, juste pour illustrer mon propos. Donc, sur cette illustration, donc le premier point sur lequel je veux vraiment appuyer, qui vient avant, je dirais, avant même l'observation de la maison, il faut vraiment bien comprendre que, donc pour comprendre en fait comment fonctionne l'harmonisation d'espace, donc avec la géobiologie et le feng shui, c'est vraiment bien comprendre en fait d'abord l'énergie universelle. Donc, cette idée, en fait, que le vide n'est pas du vide, mais qu'on est entouré en permanence d'informations. Et au-delà de ça, en fait, bien comprendre qu'on vit à la fois dans un monde physique, donc celui qu'on connaît le mieux, hein, celui de nos 5 sens, celui de la matière, à la fois donc, dans ce monde énergétique, donc qui est un monde d'information avec toutes les qualités de vibration possibles et imaginables, d'une certaine façon, en fait, tout ce que l'on peut imaginer existe à ce niveau-là, hein, donc sous forme de mémoire, sous forme d'idées, sous forme de futurs projets, sous forme de sons, d'émanations. Tout ça, ça vient en fait des mondes minéral, végétal, animal et humain, avec toute la complexité de ces mondes, donc qui en termes d'information se retrouvent dans ce vide qui n'est pas du vide. Et donc, je vous ai parlé du plan physique, du plan énergétique, et on a aussi un plan auquel on a accès tout le temps, qui est en fait le plan que moi j'appelle fondamental, qu'on pourrait appeler informationnel, et qu'on peut aussi nommer, alors moi j'aime bien dire la vie avec un grand V, ou l'univers avec un grand U, ou alors Dieu, la source, le créateur, et où là, en fait, on est sur un plan qui est un plan non sans forme, en fait, et donc du coup, sans dualité. C'est-à-dire que ce plan, on ne peut pas dire plus haut parce qu'il est partout, mais ce plan-là, le plan fondamental ou informationnel, en fait, il est constitué uniquement d'informations et de la juste information, en fait, pour tout ce qui est dans le monde physique et dans le monde énergétique. Alors, donc la petite illustration, en fait, elle montre simplement qu'on arrive dans ce monde physique, donc en tant que petit humain, déjà présent et déjà connecté à ce plan énergétique déjà, et à ce plan fondamental. Tout est déjà là en nous, tout le temps, et finalement ne nous a jamais quittés, même si on peut avoir des périodes de doute. Donc on est connecté depuis toujours, mais on ne le sait pas forcément, et on n'est surtout pas du tout éduqué à écouter cette connexion. Donc, on arrive avec cette connexion qui est représentée par le petit cœur. On grandit souvent sans prêter trop d'attention à cette connexion. Donc, connexion que moi, je peux appeler l'âme, on pourrait dire sagesse intérieure, le grand soi, on peut lui donner plein de noms. Donc, on grandit sans faire grandir cette part en nous, ou peu, mais en même temps, elle est toujours là, donc elle nous guide toujours, et finalement, tout ce qu'on entreprend dans la vie n'est jamais un hasard. Et à un moment donné dans nos vies, elle a besoin de prendre toute la place, de plus en plus de place. Et à partir de là, en fait, soit on lui donne cette place qu'elle demande, comme moi, par exemple, elle m'a, on va dire, mon âme m'a proposé le feng shui comme outil d'ouverture, même s'il y avait eu d'autres petits outils de communication avant, etc. Et puis, en fait, soit on écoute cet élan, cette vibration qui est vraie et qui vient du fond, et du coup, on peut évoluer d'une façon plutôt fluide, soit on lutte contre ces propositions de l'âme qui souvent ne vont pas vraiment avec la vie en 3D, la vie qui est communément admise. Et là, en fait, on va au-devant souvent de soit relations difficiles, soit d'accidents, soit de burn-out, etc. Enfin, différentes choses pas faciles à traverser qui nous
qui viennent nous dire reviens à toi, aligne-toi, qu'est-ce que tu veux vraiment? Voilà, en gros, hein, donc elle veut prendre toute la place et puis finalement, on a tout intérêt à lui donner toute la place et du coup à évacuer un certain nombre de, d'idées et de mental qui nous empêchent complètement d'aller dans cette voie-là. Et cette voie-là, elle n'est pas forcément spirituelle, comme moi j'ai choisi d'en faire un métier. Hein. Ça peut se manifester de toutes les façons possibles, en fait. Ça peut être dans le sport, ça peut être dans l'entrepreneuriat, ça peut être... enfin, tout est possible. Dans la musique, les arts, tout, absolument tout est possible. Donc, jusque-là, donc, du coup, vous comprenez l'intérêt d'écouter notre âme. Et sur ce petit schéma, en fait, j'ai voulu représenter l'idée qu'en fait, en termes de vibration, en termes d'énergie, plus on est dans la vibration qui nous correspond, en fait, ce qu'on pourrait appeler le vrai, le bon, le bien, le juste en nous, et plus on va se créer un futur qui continue à aller dans ce sens-là, et donc un futur qui va être de plus en plus harmonieux. Et au contraire, moins on est à cette écoute-là, et plus on crée quelque chose de négatif, sachant quand même que la haute vibration, ou la bonne vibration, ou la juste vibration, elle est beaucoup plus créatrice que la vibration basse. Mais néanmoins, et puis surtout aussi le point très très important, c'est que c'est pas parce qu'on a traversé, je sais pas moi, 5 ans de galère ou 10 ans de galère ou de dépression, etc., qu'on doit vivre derrière 5 ou 10 ans de vie pas harmonieuse. En fait, ce réajustement, il peut finalement rétablir les choses extrêmement rapidement. Voilà, ça c'est important aussi. Donc jusque-là, en fait, c'est facile à comprendre. Hein. Plus on est vrai avec soi-même, et en fait, plus on va se créer un futur harmonieux. Donc, plus on vibre haut, et plus ça va être le cas. Et ça va être le cas aussi pour les maisons. Hein. Vous allez comprendre le lien avec les maisons tout à l'heure. Mais la difficulté qu'on peut rencontrer, donc ce que j'ai représenté avec tous ces petits bonhommes bleus, c'est qu'en fait, on est, on va dire, comme parasité par différentes choses. Donc, à commencer par nos propres autoparasitages, c'est-à-dire en fait toutes les émotions, les traumas, etc., qu'on n'a pas complètement libérés ou pacifiés et du coup qui provoquent des stagnations. Et puis au-delà de ça, on a aussi le parasitage de la conscience collective, ou on pourrait dire plutôt de l'inconscience collective. On porte en fait un certain nombre de mémoires cellulaires, de mémoires transgénérationnelles, pour ceux qui y croient, de mémoires karmiques. Et du coup, en fait, il y a tout un tas d'éléments que l'on doit pacifier pour pouvoir accéder mieux à qui l'on est véritablement. Donc, soit on vibre haut, on va vers un futur heureux, nos maisons vibrent haut, elles nous portent vers ce futur heureux, soit on est en vibration basse, et là, en fait, on est en train comment on va dire, cristalliser, faire stagner des énergies en nous, en fonction de nos fragilités, qui peuvent amener à à des pathologies, en fait, ou qui peuvent amener aussi à des désordres au niveau psychique, etc., etc. Donc, vous allez mieux comprendre pourquoi je vous parle de tout ça. Pourquoi je vous parle de tout ça, en fait, alors qu'on est là pour parler de nos maisons? Parce qu'en fait, avec la géobiologie, ou plutôt la géobioresonance, je dirais même la géobioreconnexion telle que je la pratique, et bien en fait, on va faire du nettoyage, du déblayage à ce niveau-là, de mémoire, de karma, de transgénérationnel, etc. Et donc, en fait, quand on fait de la géobiologie, donc on va étudier tous les phénomènes, et il y en a énormément, mais on va s'intéresser en fait aux phénomènes qui dérangent. Et en fait, on va étudier tout ce qui est de l'ordre finalement de l'invisible. C'est-à-dire en fait ce qui se passe sous la terre, donc au niveau tellurique. Alors, j'ai mis plein d'exemples hein, sur ce document, mais par exemple, on va avoir des choses comme les caves ou des poches d'air confinées
qui, parce qu'il y a de l'air confiné, putride, enfermé, et ben en fait, au niveau énergétique, va quand même se diffuser dans la maison, autour de la maison, parce que tout est connecté. Donc, du coup, même si c'est bien calfeutré, ben, en fait, ça va avoir une incidence sur nous. On peut avoir des cheminées cosmotelluriques, où là, pareil, c'est un phénomène tout à fait naturel, mais qui va être dérangeant s'il est situé, par exemple, sous une chambre. Parce qu'en fait, une cheminée cosmotellurique, en fait, c'est alors, c'est plusieurs choses. Hein. C'est un point qui est enfin, c'est un point, c'est un cercle d'ailleurs, mais qui représente en fait la respiration de la Terre. Donc, à différents endroits, en fait, sur les terrains, il y a ces cheminées et en fait, il y a la Terre qui respire par là. Donc, qui propose à l'inspire, expire, une énergie yang, puis yin, mais c'est un rythme de toutes les 2 minutes. Donc, quand on dort sur une cheminée cosmotellurique, par exemple, en fait, on va avoir l'impression d'avoir dormi. Et puis, en fait, on a eu ce yin-yang permanent toute la nuit, toutes les 2 minutes. Et finalement, les cellules de notre corps, les cellules du vivant, ne se sont pas correctement reposées. Donc, on va avoir différents courants telluriques, pareil, qui peuvent être tout à fait naturels, mais qui, par rapport à l'implantation de la maison, par exemple, vont déranger. Les vortex, c'est encore des énergies particulières qui peuvent émaner du sol, qui peuvent être simplement en surface ou qui peuvent arriver du ciel, mais qui vont être naturelles et en fait trop puissantes pour les cellules du vivant. On va s'intéresser aussi aux failles géologiques, à la qualité du terrain, aux différents. Alors, les points étoiles, points de croisement, en fait, ce sont les réseaux électromagnétiques de la Terre qui, eux aussi, sont naturels, mais qui, en fait, parce qu'ils sont dérangés par nos constructions, par une antenne ou par différents éléments, par un piquet, et ben, en fait, vont se comporter de façon néfaste pour les humains. Voilà, donc ce sont quelques exemples. Et puis, au niveau tellurique aussi, ce qu'on va faire, qui est très, très important, c'est qu'on va aller fouiller, je dirais, les couches souterraines avec tout ce que cela peut comporter en termes d'ancienneté. Donc, même si on a construit une maison sur un terrain qui nous apparaît comme vierge et jamais habité, en fait, qu'est-ce qu'il y a eu sur ce terrain il y a 500 ans? Est-ce qu'il n'y a pas, j'en sais rien moi, un village enfoui, un ancien champ de bataille, enfin, bon, bref, il peut y avoir tout un tas de mémoires en fait qui sont positionnées là et qui en même temps ne doivent pas être effrayantes parce qu'en fait c'est juste des propositions pour nous de pacifier ces mémoires sans aller dans les détails scabreux en fait des histoires qui peut se passer sur un terrain. On va aussi s'intéresser à la mémoire des murs, bien sûr aux entités. Donc, il ne faut pas avoir peur des entités parce qu'on pourrait tout à fait les comparer finalement à une énergie particulière, simplement. Hein, une énergie qui est là et qui, en fait, c'est pas forcément quelque chose de méchant, simplement, ça va prendre de l'énergie. Ça va prendre de l'énergie au vivant. On va s'intéresser à l'eau, donc sous les maisons aussi, et puis autour des maisons. On va s'intéresser, alors pareil, dans la maison, à tout ce qui est bouché, les gaines bouchées, les anciennes cheminées, etc. Bien sûr, à tout ce qui est électropollution, comment on dit bon, j'ai plus le mot, mais en fait, l'électricité qui s'échappe des installations vieillissantes, les compteurs, les tableaux électriques, les compteurs Linky, l'électroménager. Au niveau électromagnétique, on va s'intéresser aux ordinateurs, au Wi-Fi. Tout ça, en fait, on va pouvoir neutraliser les ondes par rapport à ça. Qu'est-ce que j'oublie? Oui, tous les matériaux, on va dire, modernes, avec, par exemple, les mousses anti-feu dans les canapés, qui sont en fait des perturbateurs endocriniens énormes. C'est ouais, vraiment, vraiment énorme. Et puis après, tout ce qui est colle, tout ce qui est solvant,
les peintures, enfin tout ça, en fait, on va pouvoir neutraliser toutes ces choses-là pour rendre le lieu euh, le, le plus neutre dans un premier temps, puis vibrant possible. Et tout ça, en fait, on va le faire ensemble et on va le faire, en fait, à partir de notre âme. Et voilà, au niveau cosmique, donc il y a aussi tout ce qui passe dans l'air au niveau électromagnétique, ligne haute tension, antenne relais, etc. Les entités, on en a parlé. Et puis j'ai mis à cet endroit-là, mais on va aussi s'intéresser à tout ce qui est malveillance, énergie négative, magie noire, sanctuaire, etc., etc. Mais encore une fois, sans entrer dans des détails trop occultes ou trop traumatisants. En fait, c'est pas utile d'aller chercher très loin. Enfin, on va chercher très loin, mais c'est pas utile en fait de passer du temps sur ces histoires-là. Une fois qu'on a compris que tout ça existait, mais en fait, on fait ce qu'il faut pour revenir à quelque chose de plus doux, plus paisible. Donc, en fait, la géobiologie, moi, telle que je la propose, et donc qui devrait s'appeler géo-bioreconnexion, c'est un accès toujours plus profond à qui l'on est véritablement. C'est quelque chose qui est durable, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de venir me voir tous les ans pour réajuster sa maison. Parce qu'une fois que la maison est haute en vibration, en fait, elle va vous amener vers le meilleur de vous-même, finalement. Et puis, si un jour, en fait, l'équilibre est rétabli entre vous et la maison, en fait, c'est vous, en allant chercher ce qui vous fait vibrer à l'extérieur. Puis, chaque fois que vous allez revenir, allez continuer à faire monter la maison, etc., etc. Donc, elle vous ressource. Et puis, en fait, vous-même, vous ramenez encore des énergies. Et du coup, c'est durable. Après, on peut tout à fait avoir envie de faire un point tous les 3 ans ou tous les 5 ans, ou alors pour une nouvelle maison aussi, par exemple. Et là, eh ben, en fait, on va passer comme un palier, un niveau de conscience, un niveau de connaissance en fait supplémentaire. On ira en fait, c'est un peu en fait la géobiologie, c'est un peu comme si on voyait là comme embourbé tout ce qu'on pourrait appeler l'âme mémorielle, un peu comme si en fait on allait enlever quelques couches à chaque fois. Mais c'est en fait c'est un travail qui est très puissant, très profond et qui va équivaloir à, je sais pas moi, 5 ou 10 séances de soins, vraiment. C'est vraiment en fait, pour moi c'est plus que de la géobio, c'est vraiment une reconnexion à soi. Après, ce que je propose aussi dans ma pratique, en fait, pour les personnes, c'est d'apprendre vraiment à ajuster leurs pensées et à se libérer émotionnellement et à faire ça, en fait, tous les jours. Donc, pour ça, j'ai une petite technique, mémotechnique. En fait, on pourrait dire que ce sont des clés, 5 clés qui s'ouvrent les unes après les autres. Et je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en fait, l'idée, c'est d'être vraiment dans l'accueil et, entre guillemets, l'acceptation de l'inconfort, toute émotion, en fait, ou toute douleur, ou toute maladie, sans être dans la résignation, hein, bien sûr. Donc, c'est juste de regarder les choses pour ce qu'elles sont, un peu accueillir le fait en lui-même. À ce stade-là, on a le droit de se dire il m'a fait ça, tu te rends compte ce qu'il m'a dit, etc. On a le droit de laisser parler on va dire notre mental ego. Une fois qu'on a repéré l'inconfort, en plus, accepter l'inconfort, c'est aussi se donner une possibilité, et ben justement, de entre guillemets, guérir, hein, de partir, de le fluidifier. Donc, on va observer ce qui est en train de se mettre en route, agacement, colère, etc. On va observer tous les mots qui viennent avec cet inconfort. Peut-être ce qui nous rappelle en termes de passé, mais pas forcément. Et puis l'observation, elle doit se faire vraiment ici et maintenant. Pas la peine de se raconter son histoire, en fait, à chaque fois. Hein, c'est vraiment, tout de suite, ça me fait quoi? Ça me rappelle quoi? Je me sens comment? En fait, en gros, c'est ça. Et puis, autre question aussi qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce que j'ai envie de vivre, quoi? Qu'est-ce que je suis en train de créer? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Ensuite, on va reconnaître qu'on a toute la responsabilité. Alors, non pas la responsabilité de vivre un événement inconfortable, voire pire, hein, bien sûr, mais en tout cas la responsabilité de la façon dont on va pouvoir le traverser.
et reconnaître qu'on a cet accès à qui l'on est véritablement et qu'à partir de là, on peut tout soigner, on peut tout guérir et que ben voilà, et que cette partie-là, elle est là tout le temps, quelles que soient les circonstances. Ce que je ne vous ai pas dit par rapport à l'âme aussi tout à l'heure, donc on a parlé un petit peu de mémoire de l'âme. Donc la partie qui est connectée, en fait, moi je dis que c'est le noyau de l'âme, et cette partie-là, c'est une partie qui est inviolable, inabîmable, inaltérable. Elle est toujours pleine, entière, paix, joie, bienveillance, toujours, toujours, toujours accessible ici et maintenant. On ne l'a jamais perdue, en fait, même si on a pu croire à des moments. On ne la perdra jamais et on ne l'a jamais perdue. Donc, reconnaître en fait notre propre responsabilité et qu'on a la capacité, du coup, puisqu'on a la responsabilité, on a la capacité de changer les choses. Reconnaître, c'est aussi se dire que tout est possible. Tout est possible. Hein. Souvent, on se dit je fais ça ou ça. Enfin, on a une vision un peu binaire des possibilités. Et puis, en fait, si on fait confiance à la vie, ben, en fait, on va à chaque fois avoir un éventail de possibilités qui va se présenter à nous. On va prendre le temps de libérer. En gros, ça veut dire libérer de tel sentiment, libérer de tel type d'événement. Simplement, une fois qu'on a en fait fait cette observation, ben, en fait, chaque chose qu'on va observer, on va prendre le temps de l'écrire ou de le dire, libérer des points un par un, 5 points, 3 points, 10 points, voilà. Et ne pas oublier en fait de préférer, c'est-à-dire en fait de faire un autre choix vers quelque chose qui nous correspondrait davantage. Parce que quand on a libéré, on a laissé de l'espace, et l'espace va se remplir avec quelque chose que la vie nous propose pour évoluer. Mais si on est conscient qu'en fait, on est en train de construire notre propre évolution, et ben en fait, on peut choisir, préférer. Alors moi, c'est ce que j'ai fait, par exemple, il y a longtemps déjà, hein, préférer évoluer beaucoup, et en même temps, faire ça dans la fluidité. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de croyances aussi par rapport à ça, et pas mal de personnes qui croient encore que pour évoluer, il faut souffrir. Ben non, c'est juste une croyance, on a le droit de la changer. Et ça ralentit pas l'évolution pour autant. C'est vraiment nous qui avons la puissance. Alors, le feng shui dans tout ça. Donc, alors tout ça pour dire, juste par rapport à la géobiologie et faire le lien en fait, hein, le travail qu'on a à faire, qu'on nous propose de faire, que la vie nous propose de faire depuis toujours, c'est cette reconnexion à notre âme. Le lien qu'on peut faire avec nos maisons, en fait, c'est que toutes les spiritualités ou les philosophies du monde nous disent, hein, ce que l'on voit dans notre réalité extérieure correspond à ce que nous sommes à l'intérieur. Il y a cette notion, en fait, de micro et de macro. Dans une cellule de notre corps, il y a toute l'information dont on a besoin sur l'univers et sur nous. Dans notre corps et nos organes, c'est la même chose. Et du coup, on va un tout petit peu plus en macro, si on va observer nos maisons au niveau géobio et feng shui. En fait, dans nos maisons, il y a exactement toutes les informations, toutes les prises de conscience possibles et imaginables. Et comme en fait, on passe beaucoup de temps dans nos maisons, et si on sait qu'elles sont le reflet de notre intérieur avec un grand I, et ben en fait, on peut trouver différents décodages. Hein, c'est un peu comme le décodage biologique et la maladie. Différents décodages, en fait, qui vont nous proposer de faire avancer les choses, d'accéder davantage à notre âme et d'accéder davantage à la vie qui nous ressemble. Voilà, donc en fait, on est en développement, évolution perpétuelle et avec ce choix de fluidité. Enfin, pour moi, c'est hyper important, ce côté. Parce que, en fait, avant de comprendre tout ça, la vie nous met quelques claques, on va dire. Et puis, une fois qu'on a compris à quel point on est responsable, à quel point on est créateur, à quel point on est souverain, et ben, du coup, on doit être souverain dans toutes les situations. Je dis pas que c'est facile, hein, c'est pas du tout ce que je dis, mais en tout cas, la géobio et le feng shui, c'est vraiment des aides pour ça.
Donc, pour faire une différence entre la géobio et le feng shui, la géobio, en fait, c'est vraiment s'occupe de tout ce qui est subtil, invisible, intangible. Et en fait, selon moi, les maîtres chinois que j'ai rencontrés, la géobiologie, en fait, elle est inclue dans le feng shui quand on est en Orient. C'est-à-dire que le feng shui inclut les mondes subtils. On a séparé, nous, ça en deux. La géobiologie pour les gens un peu perchés, un peu sorciers, sourciers, qui s'occupent donc de tout ce qui est invisible. Et puis le feng shui pour tout ce qui est plus de l'ordre de l'observation visuelle et puis de comment en fait on met quelque chose en place dans le monde physique pour faire bouger en fait les énergies et du coup obtenir quelque chose à nouveau dans le monde physique. Mais en réalité, si nous, en Occident, on l'a scindé en deux, c'est une seule et même discipline et on ne peut pas obtenir des résultats avec le feng shui si on n'a pas d'abord mis en place des bonnes vibrations dans sa maison. Donc du coup, si on n'a pas fait en fait ce travail de géobio reconnexion. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en fait, quand on est dans le monde physique, on est dans un monde de dualité. Il y a des riches, il y a des pauvres, il y a des gens en santé, il y a des gens en maladie. C'est très caricatural ce que je vous dis, mais il y a des travails, des activités intéressantes, des activités détestables, etc. Donc, dualité permanente. Il y a du blanc, il y a du noir, il y a du bruit, il y a du silence. Enfin bon, voilà. Au niveau énergétique, c'est pareil, des bonnes énergies ou des mauvaises énergies, de l'ombre ou de la lumière, etc. Mais par contre, quand on est au niveau fondamental, et ben, en fait, on n'a que cette juste information. Et la plupart des gens, en fait, vont travailler en géobio, notamment beaucoup, mais aussi au niveau du feng shui, au niveau énergétique. Et quand on travaille en fait seulement au niveau énergétique, sans avoir cette vraie connexion, eh bien en fait, on va risquer de déséquilibrer quelque chose. On essaye d'équilibrer d'un côté, mais avec la dualité, en fait, il y a un déséquilibre qui se crée par ailleurs. Et ça se voit très bien avec, par exemple, dans les soins, les anciens guérisseurs qui, en fait, vous savez, qui prenaient le mal, la maladie des gens, qu'il achetait dans la terre, là, par exemple. Il y avait ce genre de pratique, qui n'avaient pas conscience de leur vraie connexion à partir de leur âme et du coup qui faisaient appel à des entités, entre guillemets, hein, des entités qui leur semblaient plus fortes ou plus évoluées que eux-mêmes et qui, en fait, finissaient leur vie très malades, pas du tout en santé, par exemple. Et c'est vraiment la preuve qu'il y a un déséquilibre. Donc, une fois qu'on a, en fait, fait cette connexion à soi, que sa maison est haute en vibration, là, on peut mettre en place le feng shui et on peut le mettre en place et vraiment obtenir des résultats parce on va le mettre en place, encore une fois, au bon niveau. C'est-à-dire que je sais pas si tu peindre un mur en rouge, par exemple, pour attirer, je ne sais pas quoi, l'amour ou l'argent, si on n'est pas connecté à qui l'on est vraiment et qu'on ne sait pas quels sont les symboliques, etc., qu'est-ce qu'on est en train de faire en fait en peignant ce mur en rouge, c'est juste parce qu'on a vu dans un bouquin qu'il fallait le faire. Bon, ça peut tomber juste et ça peut marcher, mais c'est pas suffisant pour avoir des résultats. Pour avoir des résultats, il faut vraiment avoir cette connexion à qui l'on est véritablement. Donc, juste cette image, en fait, elle reprend les grands principes du feng shui, mais bien sûr, ça nécessiterait en fait de se former au feng shui pour en savoir plus, mais juste pour reprendre en fait les bases de la métaphysique qui en fait, pareil, sont pas suffisamment mises en valeur dans les livres sur le feng shui. C'est qu'en fait, au départ, donc il y a ce qu'on appelle le Tao. Et en fait, le Tao, il pourrait tout à fait être associé ou représenter en fait ce fameux monde fondamental. C'est-à-dire que là, en fait,
Il y a à la fois le tout et le rien. Il y a absolument toute la juste information pour tout. C'est le Tao. À partir du Tao, en fait, va se décliner ce qu'on appelle le Tai Chi. Donc là, en fait, on arrive un peu dans la densification de la matière avec un certain équilibre, mais c'est que un certain équilibre. Donc, du Tao naît le yin et le yang qui peuvent être représentés par des yao, c'est ça. Hein. Donc, on a ici le yin avec les traits discontinus et le yang avec les traits continus. Et en fait, c'est à partir de ça que vont être construits finalement la plupart des outils du Feng Shui. Je ne sais pas si j'ai mis la diapo ou pas, mais en fait, ça donne, voilà, ça donne des référentiels. On le voit ici, hein, donc un trait, un Yao, Yang, Yang et Yin ici qui vont se déployer pour donner deux Yao avec plus ou moins de Yin ou de Yang, et puis en fait 8 trigrammes qui correspondent en fait aux 8 secteurs de la maison. Mais bon, bien sûr, on va pas développer tout ça, mais en fait, c'est juste pour vous expliquer en fait la naissance de ces référentiels. Donc l'autre point qui va être très très important en Feng Shui, ça va être donc cette notion d'énergie universelle. Et si on devait la rapprocher de quelque chose qui serait plus connu au niveau occidental, on pourrait imaginer que c'est l'esprit, mais pas l'esprit, le mental, mais en fait l'esprit avec un grand E qui émane directement du créateur ou de la source. Ce serait l'âme, voire l'âme du créateur en action. Et puis, autre outil fondamental du Feng Shui aussi qu'on va utiliser énormément, en fait, ce sont les 5 éléments. Mais finalement, les 5 éléments que l'on retrouve hein, dans chacun de ces trigrammes. Je l'ai détaché parce que c'est un point important, mais en fait, tout est tellement interrelié, interconnecté. Donc, les 5 éléments que sont le bois, le feu, la terre, le métal et l'eau, et qui sont tous en interaction en permanence. Voilà, ça va être des outils d'observation. C'est pas trop l'objet d'aujourd'hui, mais par contre, n'hésitez pas à aller sur mon site parce que je parle de tout ça un peu plus en détail. Et notamment, il y a plusieurs vidéos, une pour chaque élément, qui explique mieux ce que sont les 5 éléments. En fait, les 5 éléments, c'est comme une modélisation, je dirais, de la nature, et ça nous donne de l'information sur tout. On va pouvoir s'en servir, bien sûr, pour les pièces de notre maison, mais on va pouvoir s'en servir aussi par rapport à nos émotions, on va pouvoir s'en servir par rapport à notre façon de nous habiller, on va pouvoir s'en servir par rapport à les Chinois aiment bien ça, la lecture de la physionomie. On va pouvoir s'en servir par rapport à la diététique, aux aliments, etc. Enfin, il y a 1001 applications, en fait, à partir de cette connaissance, qui a l'air simple comme ça, mais qui est, comme tout, en fait, hein, qui nécessite une intégration et un apprentissage. Voilà, donc ça, c'était juste pour revenir sur les fondements du Feng Shui. Un autre outil très intéressant du Feng Shui aussi, c'est que, en fait, les trigrammes donnent des hexagrammes, en fait, donnent naissance notamment, alors sont très utilisés en Feng Shui et très utiles en Feng Shui parce qu'ils vont nous raconter l'histoire de notre maison et ce qu'on est venu y faire, mais ils sont aussi hyper intéressants par rapport à un livre qui s'appelle le Yi King, ou le livre des changements, et qui est un livre qui a plusieurs millénaires d'ancienneté, et qui en même temps peut vraiment nous donner des conseils absolument fantastiques dans nos vies contemporaines. Donc c'est aussi très très intéressant à étudier. Ici aussi, les animaux du Bazi, l'astrologie chinoise aussi, se positionnent de la même façon sur le symbole du Tai Chi que l'on retrouve ici. Voilà. Mais bon, voilà, ça c'est plein d'éléments dont je parle un peu plus précisément en formation, par exemple. Mais c'est juste pour vous montrer à quel point, en fait, tout est interrelié, interconnecté. Et surtout, ce qu'il faut peut-être retenir par rapport à ça, c'est que quand
rééquilibre quelque chose, par exemple, les éléments, si on parle du foie, hein, parce que le bois, c'est le foie, bah, si on rééquilibre le foie, on va faire mieux fonctionner le cœur. Le feu, c'est le cœur et l'intestin grêle, qui va entraîner un meilleur fonctionnement de la rate et de l'estomac, etc. Donc, en fait, et de la même façon, s'il y a un des éléments qui dysfonctionne, et ben, en fait, il va entraîner en cascade le dysfonctionnement des autres. Donc, il y a vraiment cette notion de tout est lié, tout est relié. Alors, donc le Feng Shui, en fait, qu'est-ce que c'est concrètement? Donc, c'est une observation de nos espaces de vie, donc par rapport à l'orientation de la façade, par rapport à la date de construction du lieu et par rapport à ses habitants. Et donc, on va observer aussi l'environnement extérieur, on va observer l'agencement intérieur et on va en fait chercher à faire rentrer davantage d'énergie bénéfique et à diminuer en fait ce que l'on pourrait qualifier d'énergie néfaste dans la dualité. Mais c'est vraiment ce qu'on va chercher. Comment, à partir de ce que j'ai à l'extérieur, je vais pouvoir harmoniser ce qui est à l'intérieur de ma maison et, en l'occurrence, à l'intérieur de moi. Et donc, une carte énergétique en Feng Shui, ça va donner quelque chose comme ça. Ça va donner, en fait, déjà, si elle est bien montée, on va en fait avoir l'histoire du lieu. Hein, vraiment, on va pouvoir voir qu'à telle période, il s'est passé telle ou telle chose. Et en fait, on va pouvoir déterminer des secteurs et obtenir différentes informations à partir de ces petits chiffres-là qu'on appelle des étoiles volantes. Et à partir aussi du secteur, je dirais, géographique de la maison. Et à partir de là, en fait, et en fonction de ce qu'il y a dans la maison, il n'y a pas une maison qui est faite pareil, on va en fait trouver où sont les dysfonctionnements, on va bien sûr les valider avec le client pour vérifier il y a vraiment besoin de faire une correction. En général, c'est ce qui se passe. Mais après, la personne, elle peut aussi très bien avoir rééquilibré les choses par ailleurs dans une autre activité. Par exemple, elle peut avoir un métier qui lui plaît tellement qu'il compense on va dire la faille, le point qui serait entre guillemets dit négatif. Et donc, en fait, on va pouvoir aussi indiquer les meilleures directions pour chaque personne, décider de où est-ce qu'on va positionner le bureau, les lits, quelle place serait plus adaptée à table, etc. Enfin, on va pouvoir regarder tout ça. Donc, l'histoire, j'en ai parlé. Et donc, on va pouvoir mettre en place différents… alors, on appelle ça des remèdes, j'aime pas tellement ce mot, différentes préconisations pour rééquilibrer le secteur. Et après, la personne, en termes de préconisation, est tout à fait libre de ce qu'elle va mettre. C'est-à-dire que Feng Shui, c'est pas une maison de 300 mètres carrés avec des baies vitrées, une piscine sur la mer et des canapés blancs, comme on voit beaucoup dans les magazines, en fait. On peut tout à fait faire du Feng Shui dans un endroit qui est je sais pas moi, plus rustique ou plus rococo si la personne aime ça, ou plus de la décoration anglaise. Enfin, en fait, peu importe. On peut faire du Feng Shui partout. Ça se voit pas forcément. Et les préconisations à mettre en œuvre, bah, ça peut aller voilà, de la couleur d'un mur, des symboles, des tableaux, des objets, des tapis, du linge de maison. Et on n'est pas non plus obligé de dépenser des 100 et des 1000 pour faire du Feng Shui chez soi. Alors, donc pour revenir en fait sur les objectifs de cette rencontre, en fait, donc je vous avais dit, découvrez ce que les livres de Feng Shui ne livrent pas. Donc, on en a parlé, hein, en fait, c'est que, bon, déjà, la géobiologie fait partie du Feng Shui. Zéro résultat sur une maison qui est dite plombée, hein, c'est-à-dire une maison très basse en énergie. Vous pouvez mettre toutes les préconisations Feng Shui que vous voulez, ça ne fonctionnera pas. Le deuxième point qu'on a aussi pas mal développé, c'est que
les résultats arriveront de façon concrète si vous travaillez cette discipline ou que vous faites appel à quelqu'un qui vous aide à travailler dans ce sens-là, uniquement si vous êtes connecté à qui vous êtes véritablement. Voilà. Et donc, du coup, entre les deux, bah, il y a en fait cette histoire de libération émotionnelle qui est super importante. Voilà, sinon après ce qu'on peut rajouter, c'est que c'est vraiment une discipline holistique, c'est-à-dire que c'est pas que la maison, hein, c'est pas juste je refais ma maison et tout va bien, c'est la maison, ses habitants. Dans la maison, il y a du décodage par rapport à notre corps, par rapport à notre santé, et puis par rapport à plein de choses. En fait, on peut décoder plein de choses. Bon, cette notion aussi de macro et de micro qui est super importante parce qu'en fait, même si on est par exemple dans une colocation et qu'on n'a qu'une chambre à soi et que les autres personnes ne sont pas du tout ouvertes au feng shui, ben en fait, on peut agir juste dans l'espace d'une chambre ou d'un studio et on peut quand même mettre en œuvre des choses. Cette notion de micro et de macro, si elle est quand même un peu expliquée dans les livres feng shui, mais c'est super important de comprendre en fait que en fonction des différents cas de figure possibles, on a toujours des choses améliorables en feng shui. Mais encore une fois, géobio avant. Voilà, sinon, bien sûr, donc en agissant sur la maison, on agit sur nous et la nécessité aussi de faire les choses en conscience à partir du bon niveau. Donc, en fait, avec la géobio, l'idée, ça va être de pacifier une grande partie de nos mémoires, traumas, karma, transgénérationnels. On peut aller parler jusqu'à de souffrance de l'humanité, parce qu'en fait, on a un rôle à jouer aussi là-dessus, sans pour autant tout prendre sur ses épaules. Hein, on n'est pas là non plus pour sauver le monde. Mais voilà, il y a des résonances, il y a des mémoires communes, je dirais, et on a notre part à faire là-dessus. Pacifier aussi tout ce qui est de l'ordre de l'inconscient collectif et donc se reconnecter à soi avec la géobiorésonance. Et voilà, donc moi de mon côté, en fait, j'ai déjà harmonisé plus de 500 maisons. Hein, donc les résultats, ils sont soit subtils, soit très fascinants, vraiment. Des fois, il y a vraiment des différences notables en quelques jours seulement. Ça, c'est l'expérience que j'ai. Donc, importance de continuer chacun pour soi et chacun de soi à soi et chacun honnêtement cet ajustement des pensées, cette libération émotionnelle. Et puis de poursuivre en fait notre développement en fluidité, donc avec le feng shui si on en a envie, si on en a encore envie à ce moment-là. Voilà, je vais vous lire juste 3 petites citations qui sont que j'aime beaucoup, qui sont donc une citation de Grabovoi qui dit notre conscience perçoit ce qui est dans notre conscience comme une réalité. Ça, par exemple, pour le ramener aux maisons, quelqu'un qui serait mal logé provisoirement parce que, pour différentes raisons par rapport à la vie, et qui passe du temps à se répéter ouais, cette chambre ou cette maison, je la déteste, etc. En fait, il va vivre de plus en plus de choses difficiles dans ce lieu. Alors que s'il prend la peine de conscientiser toute la chance qu'il a d'être dans ce lieu et que c'est provisoire, mais qu'en attendant, ça lui assure voilà, un abri, etc. Et qu'il le conscientise et du coup, qu'il quelque part, il émet cette information-là, mais en fait, le lieu va l'aider à trouver quelque chose d'autre très vite. Quoi. Alors, c'est encore une fois un peu caricatural, mais voilà. Et Philippe Guillemont qui nous dit 3 choses super intéressantes. Il dit en fait, la réalité n'a pas besoin d'être réelle pour exister. Donc, ça veut dire en fait que dès lors qu'on émet une pensée, et même si ce n'est pas encore réel dans la matière, la pensée est là, et en fonction de comment on va la nourrir, on va pouvoir la faire exister, mais elle est déjà là, l'idée, la pensée, etc. Toujours Philippe Guillemont nous dit la conscience permet de fabriquer espace, temps, matière
à partir d'un univers d'information. Donc, c'est vraiment, tout est de l'information. Quelle information on donne à nos maisons, quelle information on se donne à nous-mêmes. Et tout ça, en fait, ça ne doit pas rester des simples phrases ou des simples citations qui nous font vibrer une fois, mais c'est vraiment, en fait, ce qu'il faut mettre en œuvre dans nos vies au quotidien et un peu plus chaque jour, je dirais. Et c'est ce qu'on fait en harmonisant sa maison. Oui, si, ce que j'ai envie de rajouter quand même, c'est que par rapport à tout ce que je vous ai dit auparavant, alors pour moi, il n'y a pas de stagnation ou de blocage que l'on ne peut régler à partir du moment où on reprend notre pleine responsabilité, la pleine responsabilité de ce que l'on vit. Il y a rien, en fait, que l'on ne peut pas régler. Alors, donc on en était au décodage. Donc, je vous donne quelques informations. Mais quelques informations qui sont accessibles à tout un chacun et tout de suite. Donc, on n'est pas sur le décodage biologique, mais on est sur le décodage habitation. Alors, piste de décodage. Quels sont les premiers parasites de notre maison, donc tout ce sur quoi on peut agir, nous, dès aujourd'hui, en fait, dès à présent. Donc, en fait, premier parasite, vous avez en fait tous les objets inutiles ou que vous n'aimez pas ou qui vous rappellent le passé, qui vont vous permettre finalement de dépasser des situations. Si on garde de la vaisselle ébréchée, des vêtements qu'on ne met plus jamais, des bibelots, du fouillis, des choses cassées, des choses qui nous... En fait, tout ce qui n'est pas soit utile, soit agréable à regarder, ne devrait pas être dans nos maisons. Et même quand on a des ustensiles, des choses utiles, on devrait toujours les choisir avec quelque chose qui nous plaît. Parce que chaque fois qu'on voit un objet qui nous déplaît, pour une raison ou pour une autre, hein, ça peut être n'importe quoi en fait, et ben en fait on s'envoie une information qui n'est pas la bonne information, même si on n'en a pas conscience, parce que bien sûr on ne va pas à chaque fois qu'on, je sais pas moi, à chaque fois qu'on boit dans une tasse ébréchée, on ne va pas dire ah je déteste cette tasse, mais l'information, du fait qu'on n'aime pas l'objet est là finalement. Éviter aussi de garder des vieilles lettres, des vieilles photos, des plantes malades, des vieux papiers. Éviter aussi tout ce qui est tout ce que l'on garde par loyauté, sans vraiment aimer. Voilà. En fait, l'idée c'est de faire de la place. Et aussi, ce qui est un parasite très très important, en fait, c'est de garder ce que vous accumulez, ou ce que nous accumulons pour le cas où on viendrait à manquer plus tard. Parce que là, il faut vraiment se demander quel message on envoie à la vie. Par exemple, j'en sais rien, moi, bah, je garde un jean qui ne me va plus et qui est trop grand parce que j'aime ainsi, au cas où un jour je regrossisse. Je propose à la vie de regrossir un jour et d'avoir besoin de ce jean. C'est un exemple, mais sinon ça peut être je garde un frigidaire au cas où j'en ai besoin plus tard. Donc, entre guillemets, au cas où quoi? Au cas où je me sépare, au cas où mon frigidaire tombe en panne. Voilà. Et donc, on est en train d'émettre une information qui n'est pas forcément la bonne. Alors que finalement, alors bien sûr, on peut garder un frigidaire parce que son enfant est étudiant et va aller étudier dans 2 ans et se dire, et ben voilà, le frigidaire sera là. Si on a la place de garder tout ça, il n'y a pas de souci. Mais si c'est vraiment qu'on n'en a pas besoin, qu'il n'y a pas une utilité, je dirais, à court ou moyen terme, bah, autant le donner à quelqu'un à qui ça va servir et puis ne pas avoir ce au cas où. Parce que vraiment, derrière le au cas où, il y a beaucoup de au cas où je viendrai à manquer. Mais en fait, pourquoi voulez-vous manquer alors qu'en fait, la vie, elle est abondante, c'est que vous avez sans doute toujours eu à peu près, ou beaucoup plus qu'à peu près tout ce dont vous aviez besoin. Donc voilà, il faut vraiment faire attention en fait au message qu'on se fait passer à soi-même et quel message on donne à la vie et qu'est-ce qu'on lui propose pour plus tard, au cas où. Alors sinon, en plus de ça, quand on accumule les choses et qu'on les met notamment sous nos pieds, sous les lits, dans les sous-sols, dans les caves, etc., en fait, ça correspond à une surcharge de racines du passé, donc des mémoires qui ne peuvent pas s'en aller parce qu'il n'y a pas l'espace nécessaire. Et puis, c'est aussi cette accumulation d'objets sous soi, en fait, ça va aussi tirer vers le bas. Quand on accumule des choses dans un grenier,
Mais alors, je parle pas de mettre je sais pas moi, les décorations de Noël pour l'année prochaine ou quelques vêtements, etc., auxquels on tient pour donner à ses petits-enfants ou jouer, enfin voilà, quelque chose, mais vraiment, je parle d'accumuler, accumuler, accumuler. Donc, quand on accumule des choses au grenier, et ben, en fait, on va accentuer, augmenter sa charge mentale. Et du coup, ça va même pouvoir provoquer des maux de tête ou bien perturber le sommeil. Enfin, les deux, hein, d'ailleurs, en bas et en haut, au niveau du sommeil. Voilà. Quand notre entrée est encombrée, en fait, on limite l'énergie et le flux de la vie qui entre dans la maison. Donc, c'est vraiment important d'avoir une entrée dégagée et pas toujours encombrée de plein de chaussures parce qu'en fait, ça empêche le flux de la vie de rentrer. Voilà. Et puis, globalement, trop d'objets, ça correspond à trop de charges émotionnelles. Voilà. Donc, il faut trouver le juste équilibre pour vous. Hein. Voilà. Et quand on fait de la place chez soi, en fait, on fait de la place pour le nouveau. Donc, ça revient à se détacher, à se libérer. Et du coup, on va pouvoir améliorer sa santé, sa créativité, ses relations. Vraiment laisser de la place pour le nouveau, améliorer sa clarté mentale, améliorer son humeur. Et l'idée, en fait, c'est de soit réparer et utiliser, si on aime toujours, hein, soit de donner, soit de vendre, soit de recycler, d'en faire autre chose, et soit éventuellement de jeter. Parce que de toute façon, il y a cette phrase célèbre de Lavoisier qui disait rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Donc, tout est déjà là. Et voilà. Donc, elle est intéressante, cette phrase. Hein. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Voilà. Donc, tout est information. Et donc, notre maison, en tout premier, parce qu'on y passe beaucoup de temps et puis qu'il y a beaucoup de choses que l'on peut explorer. Mais notre quartier, nos voisins, nos objets, nos relations, notre travail, nos activités, tout, absolument tout est information. Et en feng shui, en fait, on va trouver des correspondances. Mais encore une fois, le premier travail à faire, c'est vraiment la géobio et ensuite travailler à entreprendre. Je dirais en même temps, parce que du coup, le feng shui peut aussi servir à ça, ajuster ses pensées, se libérer émotionnellement. Et tout ça, ça va nous conduire à vivre la vie qui nous ressemble, à se lever le matin heureux à l'idée de la journée qu'on va traverser. Ça nous amène aussi à être inspirant et aidant pour les autres, mais on commence bien sûr par s'aider soi-même. Et on va pouvoir améliorer sa relation à l'argent, à l'abondance, je dirais, d'une façon plus large. Améliorer ses relations, sortir de la solitude, améliorer sa santé. On peut travailler sur tous les plans qui nous importent en tant qu'humain. Mais tout pourvu que cela soit fait à partir de notre âme, d'où l'importance d'y être connecté, reconnecté à un niveau toujours plus profond. Voilà. Et pour terminer cette présentation, je vais vous indiquer en fait ce dont j'ai besoin pour pouvoir évaluer un lieu. Et puis, je vais vous faire aussi une proposition, en fait, derrière, très rapide. Alors, pour pouvoir évaluer un lieu, en fait, j'ai besoin des noms et du nom et des prénoms des personnes qui habitent dans le lieu, parce que quand on harmonise un lieu, c'est un travail que l'on fait pour la personne qui est le demandeur, mais aussi sa famille, et que la famille soit ouverte ou non, il y a des choses qui se passent, et ça se passe absolument sans ingérence. Mais les personnes qui vivent dans le lieu vont capter les vibrations qui leur correspondent et qui leur sont nécessaires à ce moment de leur vie. Voilà, donc j'ai besoin aussi de l'adresse précise, éventuellement avec l'étage, de la parcelle du cadastre, des parcelles du cadastre qui sont en lien avec la propriété, si c'est une propriété, une maison. Éventuellement un plan à main levée ou à l'échelle, et éventuellement aussi une photo de la façade et une photo du séjour. Voilà, et si vous êtes là en conférence avec moi aujourd'hui, ou si vous regardez cette vidéo plus tard, je vous propose de faire cette évaluation pour le prix de 30 € au lieu de 55 €. Voilà, il faut juste me le rappeler en me disant que vous avez vu la vidéo. Et en fait, donc l'évaluation me permet de vous dire quelle est la qualité vibratoire de votre lieu. Donc, soit est-ce que le lieu est neutre, il n'apporte rien, mais il n'enlève rien. Bon, c'est moindre mal, mais ça pourrait être beaucoup mieux. Soit il est plombé. Là, il y a vraiment un travail à faire rapidement. Donc, quand je dis plombé, ça veut dire entité, énergie très, très négative. Et puis, soit il est déjà pas mal, en fait, mais comme vous êtes en évolution, en fait, vous avez envie qu'il soit encore plus porteur, et du coup, on peut aussi faire un travail. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que donc, cette géo-bio-reconnexion, c'est vraiment un palier d'évolution. Moi, je dirais un saut quantique, deuxième saut quantique avec
l'ajustement des pensées, la libération émotionnelle, et le troisième avec le feng shui. Voilà. Et puis, c'est vraiment en fait la possibilité de vivre ouais, beaucoup plus près de soi, dans la fluidité et avec un meilleur environnement, des meilleures relations, en fait, tout en mieux. Et je crois que j'ai terminé. Donc, du coup, on va passer aux questions-réponses. Voilà, si vous avez écouté jusqu'au bout, bah, écoutez, je vous en remercie. N'hésitez pas à me contacter. Je suis disponible pour vous répondre et à me rappeler aussi la proposition pour l'évaluation à 30 €. À bientôt et bonne journée ou soirée, tout le monde.